Salut Rim, Salut Miso. ou Sharaki. Très bien. La basse, Bien. Saha la basse, Nickel. le mental, Parfait. le physique. Kiff kiff. Ala Rabbi. Alhamdoulilah. Eh ben super. Poétiquement, Rim. Rim est une artiste changeante, peintre, sculptrice, performeuse, cinéaste. Je connais. Écoute, Rim est une femme de 41 ans qui essaye d'explorer et de traverser ce monde, tu vois, en essayant de le comprendre et de l'explorer surtout. Voilà, se définir, c'est très compliqué. J'ai du mal toujours à me définir ou à porter des mots sur ma personne. Je pense que c'est pour ça que je crée aussi. C'est pour essayer de me rendre tangible, tu vois. Moi, avec moi-même déjà. Et donc, de laisser des traces voilà, de ce qui me traverse, de cette existence qui m'entoure, qui me fait chavirer et vaciller aussi parfois, tu vois. Et donc l'art me permet de m'ancrer dans un certain réel, visible, palpable. Voilà. Et qu'est-ce qui te définit réellement en tant qu'artiste? Pareil, c'est très difficile de se définir en tant qu'artiste. En tous les cas, ce qui est certain, c'est cet effort d'essayer de traverser cette vie, cette existence à travers des œuvres qui jaillissent de moi, tu vois, et qui me permettent... Quand tu parles de traverser cette vie, est-ce que tu penses que tu es dans l'obligation de laisser une trace derrière toi à traverser Pas ces du tout. travaux, C'est ce qui me rend, moi, cette vie tangible. Ok. C'est pas du tout pour laisser une trace pour la prospérité ou je ne sais quoi. Hein. Pour la postérité, pardon. Pas du tout. Non, non, au contraire. C'est vraiment... Le fait d'œuvrer, en fait, me permet de, moi, me sentir vivante, tu vois. C'est-à-dire que je ne me sépare pas. Il n'y a rien qui me sépare de mon œuvre, si tu veux. Mais on parle de tangible. Tu as bien cité le tangible. Ouais, le tangible, c'est-à-dire voir quelque chose devant toi qui sort de toi. C'est-à-dire ton imaginaire qui me rend réel. Ouais. C'est-à-dire laisser une trace. Ça, c'est peut-être l'extérieur qui porte un regard sur moi, qui peut le dire, tu vois. Mais en tous les cas, moi, par rapport à moi, ça me permet de me donner une consistance visible de moi avec moi, tu vois. Donc, si j'ai bien compris, bien sûr, en tant que maman, tu vas bien comprendre l'exemple. Sentir le besoin juste d'accoucher. Exactement. Artistiquement quelque chose. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est pas pour inscrire ça dans un succès ou dans la beauté ou je ne sais pas quoi. Pas du tout. C'est au-delà de moi. C'est-à-dire que ça ne peut pas rester à l'intérieur de moi. Et je ne peux me définir qu'à travers de ce qui sort de moi, quoi. Tu vois, je ne peux pas... Je n'ai aucun regard sur moi-même à part mon travail, si tu veux, tu vois. C'est-à-dire que mon humanité passe par ça. Mon humanité tout entière passe par ça. C'est-à-dire mon expérience du vivant passe par mon travail artistique. Je ne parle pas, que je te disais tout à l'heure, des choses de commande, ou etc. C'est vraiment mon travail quotidien de juste faire un dessin le matin, d'écrire un texte, de faire un croquis, d'essayer de voir comment est-ce que je peux rendre ce qu'il y a à l'intérieur de moi tangible à l'extérieur, tu vois. Et le partage dans tout ça. Le partage. Alors le partage, il est essentiel parce que du coup, le fait d'œuvrer, parfois, ça donne... Parfois, je dis bien parfois, c'est très rare, c'est pas tout le temps le cas. Ça peut donner naissance à quelque chose qui est vraiment tangible, c'est-à-dire... ça crée une chaîne. Une chaîne, un poème qui est vraiment compréhensible ou... en tous les cas, œuvrer pour que ça le soit, tu vois. Et donc là... quand ça part dans l'intention de le partager, c'est un autre travail que je dois faire sur mes travaux artistiques, c'est-à-dire vraiment les rendre tangibles, accessibles. Donc là, ça demande vraiment un travail de sculpture, des mots, quand c'est la poésie, enfin peu importe du médium en fait, ça demande de sculpter. C'est intéressant, c'est-à-dire que pour toi, tu dois juste livrer, c'est-à-dire il y a une expression qui doit se faire, mais une fois qu'on est dans le partage, ça veut dire que ça devient quelque chose de plus structuré. Il le faut. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que quand j'œuvre que pour moi, dans le sens où les choses doivent jaillir de moi, je vais faire ma peinture, ou écrire mon poème, ou faire mon texte, ou sculpter un truc, ou filmer quelque chose,
ça fait partie de mon quotidien, c'est-à-dire c'est mon rituel quotidien, c'est moi, voilà. Ensuite, certaines œuvres, je dis bien certaines, ont un chemin qui est plus grand que moi, tu vois, c'est-à-dire qu'elles doivent atterrir ailleurs. Donc, elles me demandent un travail plus structuré, plus réfléchi, et puis surtout de le rendre plus accessible aussi, et d'en faire quelque chose de tangible pour l'autre. Parce qu'évidemment, en tant qu'artiste, ce qui est tangible pour nous, c'est pas forcément ce qui est tangible pour notre public ou les gens. Exactement, le rendre accessible en fait, voilà, et faciliter l'accès à ce travail-là. Et donc là, c'est autre chose encore. Donc ce partage-là, il devient nécessaire à un moment donné, c'est qu'on se rend compte à un moment donné dans notre parcours, en tous les cas pour moi dans mon parcours artistique, je me suis rendu compte à un moment donné que ce que je faisais n'était pas uniquement fait que pour moi, que peut-être ça pouvait toucher les autres. À partir du moment où on voit même d'autres créatifs. Oui. Ça peut être aussi un outil pour faire naître autre chose. Bien sûr. Alors déjà, il y a une première étape qui est celle des amis proches. Qui ne sont pas que des artistes, hein. Il y a des amis proches de tous bords, tous les jours. Des êtres humains de tout genre, et donc du coup, qui ne sont pas définis par leur métier ou leur travail, bien sûr, tu vois. Et donc, qu'est-ce que j'essaye de voir, qu'est-ce que cette chose suscite en eux, donc ça, c'est un premier chemin. Et puis, après, ça grandit, tu vois, quand je vois qu'il y a un réel impact, et puis des discussions, une écoute, est-ce que l'œuvre suscite une émotion chez l'autre, etc. Là, oui, je peux développer, effectivement, peut-être aboutir à une exposition ou à l'écriture d'un film, collaborer effectivement avec d'autres artistes, comme tu dis, tu vois, parce qu'il y a certaines œuvres qui nous dépassent, qui jaillissent de nous, mais qui sont plus grandes que nous, tu vois, et qui nous dépassent totalement. Et donc, après, toute la difficulté, c'est comment aussi savoir être suffisamment humble pour être au service de son œuvre, en fait, tu vois, et qu'elle ne prenne pas le dessus sur soi, tu vois. Il y a tout un travail d'équilibre des énergies. Poser son ego dedans. Alors, l'ego, moi, je sais pas, il y a un truc, c'est que depuis toute petite, très tôt, c'est quelque chose... peut-être aussi parce que j'ai eu un apprentissage sur ça, parce que j'ai eu la chance d'avoir des gens devant moi qui m'ont appris que ça, c'est à part, c'est autre chose, c'est balance ça dans les étoiles et navigue dans la vie, quoi. C'est-à-dire que l'ego, c'est quelque chose qui va plus te freiner parce que tu vas tout le temps être en train de te comparer ou à vouloir être apprécié. Exact. Alors que le travail, je pense... Dans le plaire. Exactement. Alors que le travail qu'on fait, je pense qu'il est au-delà du beau, du plaire, pas plaire. C'est vraiment comment tu traverses la vie, comment tu ancres ton œuvre dans cette existence-là. Qu'est-ce que tu offres aussi à l'autre à voir et de quelle manière tu le laisses voir, tu vois. Donc, est-ce que tu le laisses voir par le biais de ton propre désir, aimez-moi, ou est-ce que tu le laisses voir par ta singularité, quoi, tu vois. Voilà ce que je propose et prenez-le, faites-en ce que vous voulez, tu vois. Donc voilà, c'est... Tout à l'heure, tu as parlé justement de rendre la chose plus facile aux gens, parce que je sais ce que c'est. Mais tu vois pas que un artiste, il passe par une sorte d'autocensure. On rend dans la chose plus digestive aux autres, parce que quand on est dans un process créatif, on est dans un monde de folie, un monde de transe qui n'est pas forcément lisible ou compréhensible par la masse. Et justement, dans ce chemin un petit peu d'amplification, bien de réduire un petit peu l'idée à quelque chose de plus simple, tu vois pas qu'il y a une censure dedans ? Est-ce que tu es dans ça, dans la censure, c'est-à-dire dans le contexte, parce que le contexte c'est qui définit des fois aussi l'œuvre aussi. Parce que je veux dire, le langage que je peux l'utiliser à Alger, je peux pas l'utiliser à Paris et vice versa. Je veux dire, l'ouverture d'esprit que j'ai à Paris, je peux pas aussi l'étaler à Alger, parce qu'il y a toujours des contextes. Et ça, c'est dans certains cas. Je précise, parce qu'après aussi, l'art aussi, c'est l'émancipation, c'est le courage aussi. Dis-moi, qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça ? Alors pour moi, l'autocensure, elle interagit, effectivement, ça dépend de l'œuvre aussi, ça dépend du contexte, comme tu dis, c'est très juste. Ça dépend aussi de ce qu'il y a face à toi, qu'est-ce que tu proposes, l'endroit, etc. Donc je pense que l'endroit aussi détermine pas mal, ta cible détermine aussi pas mal, tu vois, ta direction. Mais tout dépend de l'œuvre. Je pense que personnellement, en tous les cas, pour mon parcours à moi, il y a cette espèce, si tu veux, d'idée qui me traverse
avec toutes ses possibilités, tu vois, et la rendre... parce qu'il y a plusieurs questions dans une question, là, tu vois. C'est-à-dire que quand l'œuvre vient à moi, en fait, quand ce flux, tu vois, de pensée, d'idées vient à moi, qui est d'abord... on est submergé. On est submergé de quelque chose, on ne sait pas ce que c'est, tu vois, mais on ne sait pas si c'est une peinture, une sculpture, mais en tous les cas, c'est quelque chose qui nous traverse, comment le rendre tangible. Donc, déjà, c'est ce premier jet, tu vois, ce premier jet qui est très important, où tu poses tout. Tu vois, tu mets vraiment tout. Et des fois, ça peut même te faire peur à toi-même parce que ça dépasse tes propres limites à toi. Tu vois, après, justement, c'est l'action. C'est là où c'est intéressant. La deuxième action qui est intéressante parce que c'est là quand on va déplumer un petit peu ça. le concept. C'est comment tu vas exactement. C'est comment tu vas défricher la chose. Alors, vraiment, ce qui est très intéressant, c'est que des fois, dans une œuvre, il y en a plusieurs. Tu vois. Et donc, quand tu défriches, il y a des choses... tu vas avoir un poème qui va sortir là, qui va être à destination d'un certain public et qui va cartonner, tu vois. Tu vas, dans le même flux d'idées que tu as eu au début, tu vas avoir une série photo, mais qui du coup va être destinée à un autre public. Ouais, c'est vrai. Et ensuite, il y a des choses que tu vas garder pour toi. Parce mais que ça, c'est toi-même... quand on est hybride. Oui, bien sûr. Quand on touche à tous les médias. Moi, je parle de mon cas. Il y a des choses que tu vas garder pour toi parce que toi-même, tu les as pas compris encore, tu vois. Et donc, tu les mets dans ta petite boîte à bijoux, tu vois. Ensuite, il y a des choses qui vont être une évidence, très accessible, très simple, etc., que tu peux mettre en page ou alors en image et qui vont aussi fonctionner, tu vois. Mais moi, ce qui m'intéresse vraiment dans tout ça, c'est ce qui reste dans la petite boîte à bijoux, là, tu vois. C'est cette espèce de flux d'idées très complexes, tu vois. Comment les décortiquer? Parce que là, il y a des réponses à trouver aussi. Et finalement, c'est dans cette petite boîte-là, je pense, à force de la remplir de plein de choses, tu vois, à chaque fois un peu plus, qu'il y a une espèce d'œuvre majeure peut-être qui va immerger comme ça, tu vois, et qui va prendre place. Ça peut être aussi une boîte, oui, que des fois, moi, personnellement, je considère comme une banque. C'est-à-dire quand on se perd, on revient toujours exactement, une espèce de repère. Oui, une espèce de... Une boîte d'épargne. Tu vois, boîte à Pandore, artistiquement parlant. Exactement. Ouais. Et puis après, ce qui est intéressant aussi dans ta question, c'est tu vois, cette espèce d'endroit entre toi et le monde, tu vois. C'est-à-dire entre ton espace créatif et ta créativité, ce qui te traverse comme flux, et le monde qui est face à toi, et comment lui rendre la chose tangible, tu vois. Ce qui est important pour moi, c'est de le faire sans aucune prétention, c'est-à-dire que tu viens pas donner des leçons ou des clés ou des chemins ou je ne sais quoi, tu vois. Genre, je me considère pas du tout je m'ancre pas dans ce truc des gourous des temps modernes. Moi, je raconte ce qui me traverse et c'est tout. C'est-à-dire que des fois, c'est des choses toutes petites qui me paraissent immenses, tu vois. Je sais pas, une petite fleur qui va prendre toute une ampleur, tu vois, et qui va me parler de son parfum, qui va me parler de ce qu'elle a vu, qui va me parler de sa graine, qui va me parler de ce qu'elle voudrait être, etc., tu vois. Et comment rendre ça tangible? Ça peut être un conte pour enfants, ça peut être une chanson, ça peut être une photo, tu vois. Et en fait, cette espèce de chemin entre les deux, il est très intéressant parce que c'est très métaphysique, cet espace-là, tu vois. C'est entre le tangible et ce qui ne l'est pas, tu vois. Et ce qui reste aussi. Et ce qui reste aussi, tu vois. Et donc, c'est un chemin. Tout est un chemin, en fait. En tant qu'artiste, est-ce qu'on a le droit de parler de cible? Alors non, je me fais comprendre. On parle de public. Non, dans le sens où, c'est-à-dire que quand je fais un travail de commande, c'est important de distinguer les choses, tu vois. Okay. C'est-à-dire quand je fais un travail de commande pour l'Algérie, ou là, pour la Syrie, ou là, la Jordanie, etc., il faut vraiment que je me rende compte de qu'est-ce que j'ai comme cible en face de moi, qu'est-ce que me demande le producteur, etc. Qu'est-ce que j'ai comme public en fait qui attend cette. Tu veux dire le contexte. Le contexte économique, politique, social, etc. Donc quand j'ai un travail de commande, là oui, je fais très attention à ces espèces de cahiers des charges et je trouve que c'est un très bon exercice pour un artiste aussi de le faire, tu vois. De temps à autre, oui. De temps à autre, je trouve que c'est très important parce que ça t'ancre dans un réel dans lequel tu n'es pas sinon, tu vois. C'est-à-dire que tu es complètement coupé, tu es dans ton truc.
coupé du monde, ça peut être intéressant, mais en tous les cas, pour moi, l'expérience du vivant, elle passe aussi par ce contact avec l'extérieur et vraiment l'épouser de façon très frontale, quoi, tu vois. Donc, c'est pour ça aussi, ça m'est arrivé d'accepter aussi des choses de commande, par exemple, ici, faire un film sur l'UGMA, l'Union Générale des étudiants musulmans algériens, Ma'awzat al-Moudjahidine, et j'étais très contente de le faire. Et c'est OK, tu vois. Mais par contre, je ne pouvais pas mettre dedans tout ce qui me traversait artistiquement. Ouais, c'est pas le but. Donc, c'est très intéressant aussi de savoir comment est-ce que tu peux faire avec un certain cahier des charges, incruster ta créativité, tu vois. Comment est-ce que tu peux t'exprimer dans ce contexte-là aussi. Donc, ça te permet aussi de jongler un peu entre ces deux espaces-là. Et après, en ce qui concerne effectivement mon travail purement personnel, non, je ne considère pas du tout cette espèce... Enfin, je n'ai pas de cahier des charges dans ma tête, d'ailleurs. Tu vois, j'ai mon œuvre et basta. Et le public vient ou ne vient pas, ce n'est pas un problème, tu vois. Oui, c'est ça. On s'en fout, en fait, oui. Tu vois. On veut juste le faire, avoir la possibilité de le faire. C'est une chance de pouvoir le faire. Se créer aussi un contexte, tu vois. C'est important de se créer un contexte, un espace... un contexte aussi économique qui te permette de le faire, tu vois. C'est-à-dire que produire mon travail artistique me permet d'être dans une liberté absolue que je n'aurais pas si j'étais à la recherche d'un mécène ou d'un producteur ou d'un galeriste, par exemple, ou d'un lieu d'exposition. Je suis vraiment dans une espèce de cercle qui est vertueux parce que du coup, je me crée mes propres espaces. Mais ça, je suis très consciente que c'est un luxe absolu, tu vois. Mais j'ai fait en sorte aussi de l'avoir. C'est-à-dire que j'ai longtemps travaillé pour pouvoir avoir cet espace-là. Parce que c'était mon but. Parce que pour moi, ma liberté était essentielle. Avoir mon espace de créativité, pouvoir raconter ce qui me traversait et le faire sans m'inquiéter en fait des retombées économiques ou sociales ou de qu'est-ce qu'on va dire de moi ou penser de moi. On s'en tape, tu vois. La discipline. La discipline dans ta vie d'artiste. Surtout quand on est maman. J'ai envie de dire, moi en étant seul, c'est déjà un chaos total. Mais parce qu'en fait, un artiste, un vrai, on passe par... notre vie, c'est un chaos un petit peu organisé. Et c'est quoi ? Ta discipline, elle consiste à quoi ? Artistiquement parlant, comment tu arrives à gérer ta vie artistique, ta vie tous les jours, ta vie d'une simple personne, quoi. Alors, j'aimerais bien te dire, je me lève à 5h du matin, je fais du yoga. Je me fais un petit déjeuner équilibré. C'est pas du tout le cas. Alors, c'est le chaos absolu et total, tu vois. Genre, je peux me taper des nuits blanches, être déglinguée, tu vois, rentrer dans des états je sais pas comment appeler ça. Non, en réalité, c'est un chaos qui est organisé. D'ailleurs, les enfants me demandent si tu veux d'avoir une certaine... Il y aurait pas les enfants, j'aurais pas cette discipline-là. Parce que pour eux, je dois être prête le matin pour les emmener à l'école, pour les récupérer, pour pouvoir préparer les repas, m'occuper d'eux, être une maman agréable le plus possible, tu vois, et qu'ils aient une expérience de vie avec moi qui soit pas un chaos non plus, tu vois. Après, j'ai élevé mes enfants de telle sorte à ce qu'ils sachent qui est leur maman aussi. C'est-à-dire ne pas leur mentir et ne pas faire semblant d'être une maman... Dans l'authenticité, quoi. Totale. Ouais, totale, absolue. C'est-à-dire que vous êtes une partie de moi, je suis une partie de vous, on cohabite en fait. Voilà, on est une même famille, dans un même espace. Surtout que mon atelier est dans la maison, donc je leur ai aménagé un espace pour eux dans l'atelier. Quand je travaille, ils peuvent venir eux aussi travailler dans leur espace, tu vois. Voilà. Et surtout, leur montrer qu'on peut faire aussi plusieurs choses. Donc, et leur rendre l'expérience tangible. C'est-à-dire, quand je suis en tournage, je les ramène avec moi. Quand je suis en performance ou en exposition, etc., je les amène avec moi. C'est eux qui m'aident à accrocher les tableaux. D'ailleurs, je leur aménage toujours un petit espace pour qu'ils puissent aussi exposer. Enfin, les mettre en immersion totale dans cette vie que j'ai créée aussi autour de moi, tu vois. Et donc, ça me demande effectivement une organisation, déjà une organisation d'espace, tu vois.
Une organisation aussi économique, c'est-à-dire que tout mon argent ne va pas que dans mon œuvre, hein, sinon on serait mort de faim. Ouais, c'est clair. Tu vois, il y a des loyers à payer, il y a des charges. Mais si tu veux, l'idée, c'est vraiment que chacun puisse explorer l'espace comme il l'entend, en le respectant. Et donc, mon temps de travail, il le respecte s'il fallait vraiment, en fait, tu vois, dans le sens où ça devient naturel, quoi, tu vois. C'est-à-dire qu'on les a éduqués comme ça aussi, c'est-à-dire que quand ils vont chez mes parents aussi, c'est pareil. Quand ils vont chez mon frère, c'est pareil, tu vois. Le côté artistique fait un peu partie de la famille, donc du coup, il y a une espèce de code entre nous, quoi, tu vois, qu'ils ont intégré très tôt. Et les enfants sont très sensibles et très impliqués, en fait. Hein, très réceptifs aussi à ton bien-être. C'est-à-dire que quand je travaille, mes enfants, ils font silence aussi, tu vois. Quand j'enregistre, ça dépend ce que je fais, tu vois. Mais aussi, quand tu parles de discipline, c'est très intéressant parce qu'effectivement, sans une vraie discipline de fond, je dis bien de fond, hein, pas de forme, tu vois, de fond, ça serait pas possible. Ça serait pas possible parce que tu as une fatigue énorme qui s'installe, donc on doit vraiment rentrer dans une espèce d'espace-temps qui est différent. Et donc, moi, je me suis organisée comme ça, c'est-à-dire que je leur accorde leur espace et leur temps. À telle heure, tac, ils dorment. À partir de là, ce temps est pour moi jusqu'au lendemain au petit matin. Donc, je travaille toute la nuit, en général. Le matin, je les emmène à l'école. Au retour de l'école, je dors un peu et j'attaque ma journée. Tu vois. Et puis après, je me prends ça, c'est vraiment les périodes de travail très intenses, hein, tu vois, où vraiment je travaille la nuit. Donc, c'est des nuits blanches consécutives. Et après, il y a un espace-temps où vraiment je dors. Je fais que dormir pendant 3 jours pour rattraper le sommeil perdu, quoi. Et ça, effectivement, au bout d'un moment, je sais pas, hein, mais je pense qu'avec l'âge, tu peux te le permettre de moins en moins parce que tu as une espèce tu tiens moins le coup, quoi, tu vois. Mais des fois, vraiment, l'œuvre dépasse ton état physique et tout, quoi, tu vois. Par exemple, quand j'étais sur le recueil de poésie et les enregistrements, tu vois, des pièces sonores, je savais que c'était là où il fallait le faire. Donc, j'ai pris vraiment un mois très intense de travail, très, très intense, tu vois. J'en suis même tombée malade après, tu vois. Parce que je dormais pas, parce que c'était une frénésie vraiment mentale. Et il fallait le faire là, à ce moment-là précisément, tu vois. Et je pense que dans ce chaos-là, il y a une discipline, tu vois. Est-ce que tu es une maman frustrée ou une artiste frustrée quand on est les deux à la fois? La frustration... Entre les deux. C'est-à-dire la confrontation des deux, la maman et l'artiste. Parce qu'il y a deux carrières carrément qui s'emboîtent et des fois, je veux dire... ça fonctionne pas, j'imagine. C'est-à-dire, c'est pas aligné tout le temps. C'est-à-dire, quand il y a une vraie vie qui est là, surtout parce qu'on est des responsables. Je veux dire, tu es responsable aussi, je veux dire, de deux êtres humains. Ouais. Et en même temps, il y a justement, il y a l'artiste qui a envie de donner encore naissance à beaucoup de choses. Alors clairement, effectivement, ça dépend des moments. Il y a des moments où tu es plutôt relaxé par rapport à ça. Et puis, c'est fluide. Donc, les choses sont plutôt bien organisées. C'est fluide, on a de l'aide. Mes parents sont là. Leur papa prend le relais. Enfin, voilà, il y a de l'aide, quoi. Mais à d'autres moments où la chose est difficilement gérable, j'arrive quand même à avoir des soupapes, tu vois. C'est-à-dire à vraiment de m'extraire totalement de la vie de famille pour me consacrer à mon travail artistique, ne serait-ce que pendant quelques jours, où mes parents vont, par exemple, principalement, eux, prendre le relais avec les enfants, et où je vais pouvoir vraiment me concentrer. Parce que ça demande quand même une concentration absolue et totale, même si elle est découpée dans le temps et l'espace. L'idéal, ça serait de pouvoir avoir une concentration continue, tu vois, avec des soupapes comme ça de temps en temps. Mais disons que l'aide familiale, elle est nécessaire. Sinon, je serais vraiment, du coup, en frustration. Parce que du coup, je ne pourrais pas faire les deux. Le fait d'avoir une aide familiale, ça permet d'avoir une soupape. Énormément. Ouais, ça consomme énormément. Et parlant justement de consommation, comment tu régénères Comment tu arrives à régénérer ton énergie? Alors, moi, c'est très important. Est-ce que c'est spirituel ou physique ou les deux? Les deux. Je pense que le fait de venir déjà ici, voir mes amis, ma famille, etc., me retrouver dans un espace
qui me demande rien, tu vois, qui me demande rien, qui voulait juste être, me permet de me régénérer. C'est vrai que en étant à l'extérieur, entre les États-Unis, la France, etc., tu vois, t'es tout le temps dans une performance, entre guillemets, en train de courir derrière quelque chose, tu vois. Travailler au quotidien pour tes charges, pour ceci, pour cela, pour ta vie quotidienne, pour tes enfants, pour les écoles, pour ceci, pour cela. Mais le fait d'avoir des espaces que j'appelle des espaces de respiration, tu vois, ça te permet quand même de te ressourcer. Déjà, ne serait-ce qu'aller voir le lever du soleil avec tes potes le matin, ça n'a pas de prix, tu vois. Le fait de pouvoir aller avec ta mère au mausolée Fmarnia déposer une petite germe de fleurs, ça n'a pas de prix non plus, tu vois. Se recueillir sur les ancêtres, marcher au bord de la plage, regarder les gens vivre aussi, tu vois, ça n'a pas de prix. Vivre tout simplement. Vivre tout simplement et surtout ne pas. Tu vois, on est beaucoup, en fait, en réalité, souvent en recherche de reconnaissance, de récompense, de bravo, de « Ah, tu as réussi, ah, tu es une super maman, ah, tu es une artiste épanouie ». Je ne suis rien de tout ça, tu vois. Mais j'essaye d'être au mieux, en fait, tu vois, d'être le plus honnête possible. C'est-à-dire qu'avec mes enfants, il y a des matins où je suis fatiguée, je leur dis « Je suis fatiguée, ne me parlez pas. Écrivez-moi une lettre, je la lirai tout à l'heure. » Tu vois. Et ça se passe très bien comme ça aussi, tu vois. Après, je pense que c'est très important aussi de pouvoir s'écouter, de se dire aujourd'hui, je vais pas bien, quoi. Ça, c'est un luxe aussi que je peux me permettre avec les gens qui m'entourent. Manish mliha, nroh nriyah, tu vois. Ça, c'est une chance de pouvoir le faire, tu vois. C'est pas tout le monde qui peut se permettre ça, tu vois. Mais je pense qu'arriver à ça aussi, c'est quand on arrive aussi à un moment où, dans sa vie, où on a aussi la possibilité d'être honnête avec soi-même, primo, et d'évoquer, enfin, de discuter avec sa personne, avec toute honnêteté, surtout quand on est dans la création, parce que je reviens toujours à l'authenticité. Et parlons justement de ça. Rime entre la technicité et l'émotion. Ah bah l'émotion, sans hésitation. Mais des fois, la technicité, elle est importante. Bah la technique, elle arrive après, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que la technique, c'est ce qui va rendre ton travail accessible, tangible, tu vois. Et puis c'est intéressant parce que moi, la technique, j'en avais vraiment rien à cirer pendant très longtemps. J'étais vraiment en recherche d'exploration de cette émotion qui me traversait, etc., tu vois. Et puis après, à un moment donné, je me suis rendu compte que quand même la technique, c'est pas mal aussi, tu vois, parce que ça te demande une discipline, tu vois, une discipline, et ça te demande aussi une exigence que tu n'as pas si tu es juste en recherche d'émotion. C'est-à-dire l'émotion, c'est quelque chose qui est dans ce flux infini de choses. Ça reste abstrait. Et ça reste très abstrait, tu vois. Et ta technique, si elle n'est pas... Et c'est momentané aussi. Exactement. Et on est dans le présent. Exactement. On est maintenant. Exactement. Et ta technique, si elle n'est pas travaillée, tu es dans des approximations. Okay. Et ça me dérange un peu dans le sens où les approximations, c'est comme si tu n'étais parfois pas assez exigeant. Tu vois, en fait, tu vois. Mais justement, pour éviter ça, je pense que l'expérimentation, c'est là où le rôle de l'expérimentation c'est très important. C'est très important. Est-ce que tu es dans l'expérimentation? Ah ben totalement. C'est-à-dire moi, je suis dans le faire et le refaire, le faire et le refaire, le faire et le refaire. Dans le sens où, par exemple, quand je prends mon travail filmique, bah tu prends un film de commande, par exemple, tu vas avoir un film techniquement nickel, avec chef opérateur, une équipe, etc. Okay. C'est un film qui ressemble à un film, voilà, tu vois. Mais film d'art, c'est totalement autre chose. J'ai l'impression de faire le même film d'art depuis 20 ans, tu vois. Mais c'est qu'en fait, je travaille à chaque fois autre chose, tu vois, pour aboutir à quelque chose, je ne sais pas encore quoi, tu vois. Mais ça devient un film plastique, quoi, tu vois. Ça devient un film plastique, c'est-à-dire que je suis en recherche non seulement de fond, mais aussi de forme, c'est-à-dire que les textures qu'il y a dedans racontent quelque chose et que la technique, en fait, devient aussi un outil très important, tu vois, pour faire parvenir ton émotion, tu vois. Et quand tu arrives à emboîter les deux, tu touches quelque chose, il y a des moments de grâce, tu vois. Mais ça demande cette espèce de temps de travail qui est infini, quoi. Après, moi, ce temps de travail qui est infini, ouais, c'est vraiment time of grace, quoi. Je le bénis totalement parce que c'est un temps qui est hors temps. C'est-à-dire que tu peux passer, je sais pas, 120 heures à bosser sur quelques plans, tu vois. Mais tu as l'impression que c'était quelques secondes, tu vois. Bah oui. Tu es basé sur
sur Paris. Ouais. Ta relation avec Alger, Alger ou l'Algérie, je veux dire, entre Paris et Alger, c'est quoi? Parle-moi de Rym entre les deux rives. Alors, Rym est parti très jeune, à l'âge de 10 ans, tu vois, à Paris, après le terrorisme, etc. Et donc, j'ai passé quelques années là-bas. C'était des années très difficiles parce qu'on était complètement coupés de l'Algérie, quelque part. Et puis après, on est parti aux États-Unis aussi pendant un long moment. Et donc, si tu veux, moi, j'ai développé une espèce d'Algérie fantasmée, quoi, tu vois, qui n'était pas réelle, qui était des bribes d'enfance, des bribes d'actualité, un mélange d'émotions, tu vois, qui venaient d'ailleurs, tu vois. Et puis, à un moment donné, il y a eu cette espèce de grand retour. Je me suis jamais vraiment sentie basée à Paris, tu vois. J'ai plus un ancrage américain qu'européen, en fait, tu vois, en réalité. Paris, c'est vraiment le point de chute entre les deux, tu vois. C'est l'escale, quoi, tu vois. À Paris, je me sens en escale. À Paris, je me sens en escale. Et j'aime bien les escales, tu vois. J'adore les aéroports et j'adore les transits, en fait. Tu vois, ces moments où tu sais pas t'es où, qu'est-ce qui se passe. Il y a tellement de choses autour de toi, mais c'est trop cool. Tu sais pas d'où tu viens ni où tu vas, mais t'es là, tu vois. Et cette espèce d'entre-deux me convient très bien. Parce que, du coup, quand je reste trop longtemps aux États-Unis, tout me manque, parce que je me sens très loin de tout, en fait. Donc, je reviens en courant. Je reste à Paris un peu. Paris me plaît dans ses grandes lignes, tu vois. Mais après, Paris, tu sais, dès que tu rentres un peu en profondeur, il y a des vraies douleurs qui émergent et qui ressurgissent. Et je me suis rendu compte de ces douleurs-là, tu sais, les douleurs coloniales, les douleurs liées au racisme, les douleurs liées au rejet, etc. À un moment donné, ça m'a beaucoup perturbée, en fait, par rapport à mon rapport à ce pays-là, en fait, qui nous attend désaimés, tu vois. Et donc cette espèce de terre d'exil devient un peu quelque chose, je sais pas, tu vois, de pas très cohérent, en fait, dans mon visuel, si tu veux, du bien-être. Et c'est dû à quoi? Bah, je pense c'est dû aussi à une histoire familiale très, très lourde, ou comme tous les Algériens connaissent, quoi, tu vois, un grand-père qui a été tué par l'armée française, un climat très raciste et difficile à vivre. Donc, ton escale, des fois, il est raté. Donc, je ne reste pas. En fait, des fois, mon escale n'est pas une escale. C'est juste un passage rapide. Je reste pas. Et je viens très vite ici. Et je reste de plus en plus. Je viens de plus en plus souvent, surtout. Et je reste de plus en plus longtemps. Et je pense que l'Algérie est un territoire qui s'explore aussi sur le temps et la profondeur, tu vois. Tu viens 2 jours, tu peux kiffer. Tu viens 3 jours, tu peux kiffer. Mais si tu viens 3 mois... tu vas rencontrer des choses, tu vois. Et c'est ces choses-là rencontrées qui m'intéressent de plus en plus, tu vois. C'est vraiment creuser. Et pareil pour la France, tu vois. C'est vraiment creuser, tu vois. Creuser qui en est là-bas, tu vois. Qu'est-ce qui se passe là-bas pour nous, tu vois. Justement, qu'est-ce que... Je veux dire, Rym est la même, que ce soit à Alger ou à Paris ou ailleurs. Est-ce que c'est la même personne? Parce qu'en fait, quand on... Et là, tu me parles de beaucoup de choses. C'est-à-dire, il y a plusieurs calques dans un seul personnage. Mais qu'est-ce qui te définit réellement, identitairement parlant? Le premier calque émerge. Moi, je pense que je suis une hybridité totale. Je suis une hybridité totale. C'est-à-dire que tu me mets ici avec les codes d'ici, ça se trouve, j'en comprends pas 90%, mais non, tu vois. Tu me mets à Paris, pareil, tu vois. Tu me mets à New York, la même chose. Mais l'ensemble de tout ça, ça peut fonctionner, tu vois. Mais je n'aime pas le fait de... En fait, voilà, je n'aime pas le fait de m'identifier absolument à un territoire, ou à me définir par rapport à un territoire, tu vois. C'est-à-dire qu'on est la somme de tout ce qu'on traverse comme territoire. Mais pourtant, des fois, les territoires, justement, gênent ou créent carrément un malaise, comme ce que tu viens de citer par rapport à Paris, parce que tu dis que des fois, à un moment donné, on n'est pas à l'aise là-bas, on n'est pas... Justement, il y a d'autres choses aussi. Il y a d'autres paramètres, et puis le territoire dans lequel tu t'identifies, en fait, et tu t'ancres, doit être un territoire aussi où tu te sens bien et en sécurité. Tu vois. Et donc, si à partir du moment où le territoire auquel tu t'identifies représente un quelconque danger pour toi et ta survie et ton bien-être psychologique, mental, physique, etc., c'est qu'il y a un problème, tu vois. Donc, je pense que le fait d'être dans un mouvement
permet aussi de se garder mentalement en vie, tu vois, dans le sens où de ne rien attendre du territoire, en réalité. De le traverser sans attendre de lui quelque chose. Parce que je pense que dès lors que tu t'ancres quelque part, tu as des attentes et donc des dangers que tu dois traverser et que tu n'es pas forcément prêt ni armé à le faire. C'est ça. Tu vois, je pense. En tous les cas, moi, c'est comme ça. C'est les sliders, là, tu vois, l'espèce de... les passagers intergalactiques, tu vois. Et puis, si je reste trop longtemps quelque part aussi, je suis très vite... Est-ce que tu t'appropries l'espace ? Ou bien c'est l'espace aussi qui te... Alors, je suis quelqu'un de très simple, tu vois. Et de très humble par rapport à ça, tu vois. C'est que ni je me l'approprie totalement, ni je me laisse prendre, tu vois. Tes créations sont alternées justement par... Parce qu'en fait, quand on est dans le déplacement, quand on est nomade, créativement parlant, des fois on est... Parce qu'il y a l'émotion aussi. L'émotion, elle est touchée par beaucoup de choses. Par ses racines, etc. Et le déplacement fait partie de tout ça. Est-ce que tes créations, justement, elles sont alternées par justement ce mouvement un petit peu spatial ? Si, mes créations, elles sont complètement ancrées dans ce que je traverse aussi spatialement. Tu vois, quand tu prends le poème Grand Papa qui parle des tirailleurs sénégalais et des révolutionnaires, etc., c'est quelque chose qui était en lien avec un moment précis de ce que je traversais à un moment donné, tu vois, en France. Pardon. Quand tu prends d'autres créations, par exemple, la révolution de l'épine, tu vois, j'avais fait une série d'autoportraits avec des gravures, etc., qui étaient pendant les révolutions, qui sont créées pendant les révolutions arabes, etc. Je voulais raconter quelque chose. Je ne sais pas d'ailleurs si j'ai réussi à le raconter ou pas, tu vois, en me disant que de toutes les façons, de toutes ces choses-là, les vraies victimes et les vrais... Enfin, il n'y a pas de victoire au final, tu vois, il n'y a que des gens qui partent. En fait, tu vois, il n'y a que des pertes en réalité, tu vois, pour que d'autres puissent être là, tu vois. Et donc, comment est-ce qu'on raconte ça, tu vois ? Alors, je trouve qu'il y a un peu de pessimisme là. Non, c'est pas pessimiste du tout parce que en fait, c'est juste, c'est-à-dire que je ne porte aucun jugement sur ce qui traverse cet espace-là. Juste, je raconte ce qui me traverse moi. Non, c'est pas pessimiste. Je vais te dire pourquoi. Parce que pour moi, au final, tu gagnes toujours dans le sens où, tant que tu es en vie et que tu peux encore raconter des choses, tu as gagné. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Il n'y a pas de pessimisme à avoir par rapport à ça. Sauf que certaines choses, parfois, sont difficiles parfois à traverser, en fait, tu vois. Mais elles ne sont pas moins belles. Et elles ne sont pas moins profondes et intéressantes, en fait. Parfois, tu passes par justement un vortex qui te broie pour justement refaire jaillir quelque chose d'immense, tu vois. Mais c'est pas pessimiste, ça. Je pense pas que ça soit... Non, c'est pas pessimiste du tout. C'est-à-dire, tu es dans l'idée que peu importe la situation, peu importe un petit peu ce que, justement, l'imaginaire collectif pense que bon ou mauvais, il n'y a pas de bon et mauvais, tout est bon. Tout est OK. J'aime bien. Tu vois, tout est OK en fait. Right. C'est-à-dire que peu importe ce que tu traverses, la manière dont tu le traverses, il n'y a pas une seule manière de vivre les choses, ni un seul résultat à attendre à la fin, tu vois. C'est qu'en fait, tout est OK dans le sens où il faut juste essayer d'aller à l'étape d'après. Tu vois. Pour moi. Hein. Quand tu dis qu'il ne faut pas attendre, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être dans l'attente, quel genre d'attente ? Parce qu'en tant qu'artiste, sincèrement, moi je vais être direct et aussi tangible. Quand on est artiste, surtout quand on est authentique et quand on est vraiment dans full-time artist, c'est-à-dire que... C'est ça, on est full-time artist, on n'est pas à mi-temps, quoi. Non, il y a des gens qui sont... Pour moi, il y a certains artistes des week-ends. Je parle de notre notion de l'art. On est dans un espace, on est quand même dans une vocation totale, c'est-à-dire qu'on est notre art... Ça, c'est pour les gens qui consomment leur métier à plein temps. Ouais, c'est-à-dire qu'on est dans notre art à plein temps et à 100%. C'est pour ça aussi que parfois... c'est si difficile, parce que si on l'était à mi-temps, on pourrait s'accorder des temps de pause, tu vois, alors qu'en réalité, au fond, en réalité, on n'en a pas des temps de pause, tu vois. Mais l'attente, c'est quoi pour toi, l'attente ? L'attente ? Parce que tu as dit que, oui, moi, j'ai pas d'attente, mais au final, il y a une attente, que tu le veuilles ou pas. Ça dépend, tu vois, de ce que tu appelles attente. C'est-à-dire qu'il y a une attente
de toi par rapport à toi. Parce que tout à l'heure, tu as dit que moi, je fais les choses et basta, et il n'y a pas d'attente. Tu l'as bien dit. Oui, ben ça, c'est un problème chez moi. Dans le sens où je vais te dire pourquoi. Parce qu'en tant qu'artiste, sincèrement, moi, je suis là à créer, à développer des concepts, à développer des idées, à donner vie à tout ce que j'ai en tête. Et par la suite aussi, il y a une sorte d'attente. C'est pas dans le plaire, mais une sorte d'attente. Ça veut dire que j'ai envie que mon idée soit aussi lisible par beaucoup de monde. Je comprends. Et puis aussi, oui, j'ai envie aussi. Et puis, la liste, c'est une question très importante. Tu sais pourquoi ? Parce que pendant très longtemps, jusqu'à très récemment d'ailleurs, je crois, ce sentiment, je l'avais pas. Je vais te dire pourquoi. C'est-à-dire que comme je produisais mes propres œuvres et que c'est moi qui finançais mon travail, une fois que c'était fait, que ce soit les livres ou les films ou les expos, etc., une fois que c'était fait, c'était fait. Yeah. Tu vois ? J'avais pas... Ok, ça rencontre un public... Il y a un investissement derrière. Bien sûr, et immense. On parle d'un vrai job. Bien sûr. Quand ça rencontre un public, c'est ok. Quand ça ne rencontre pas, c'était aussi OK. Je vais te dire pourquoi. Parce que je n'ai jamais cherché, en fait, à attirer par ce travail-là, à attirer le regard. Tu vois, je le faisais d'abord de façon... Je ne parle pas de ça. Je parle de... Là, tu viens d'évoquer aussi une idée très importante que l'artiste, surtout quand on est autoproduit, c'est-à-dire il y a de l'argent qui est mis carrément pour l'investissement. Et au final, je veux dire, on a des charges aussi à assumer par la suite. Ouais, j'avoue. Et ça veut dire, quand on est dans la création, même si ça ne marche pas, mais comment toi, justement, tu arrives à joindre les deux bouts ? Parce qu'au final, oui, tu dois gagner de l'argent. Je veux dire, tu me dis que oui, si ça ne trouve pas son public, ok, il n'y a pas de problème, parce qu'aussi on fait les choses pour soi d'abord, et par la suite pour que les choses puissent aussi aller vers autre chose. Mais aller vers autre chose aussi en étant gagnant aussi, parce que c'est un job aussi. Alors, je vais te dire un truc... Ça reste un job. Bien sûr, bien sûr. Alors, quand ça apporte de l'argent, c'est cool, tu vois. Mais comme j'en gagnais de façon assez intéressante aussi en faisant de la production, en produisant d'autres artistes, en produisant d'autres créatifs, c'est-à-dire plutôt en termes de son, tu vois. Je produisais beaucoup plus la musique et les clips, etc. Ça me permettait d'être dans un cercle financier lucratif, tu vois, vertueux, on va dire, tu vois. Donc, la question pour moi, c'était comment pouvoir avoir suffisamment de sous, si tu veux, pour pouvoir vivre correctement et créer mon art et être tranquille, c'était ça. Donc, quand une fois mon produit, si tu veux, fini et sorti, j'avais pas forcément cette nécessité qu'il me rapporte de l'argent. C'est pour ça que j'ai toujours balancé mes clips gratuitement sur Internet, mis ma musique à disposition. Pour sa chance, témoin. Donc, ce que je te disais, c'est que c'est ce qui me permettait aussi d'être dans une liberté totale. C'est-à-dire que je pense, peut-être que je me trompe, hein, tu vois, mais si j'avais une attente financière par rapport à ma musique, ou là par rapport à mes images, ou là par rapport à ce que je produisais artistiquement, ou là par rapport à ce que j'offrais au monde artistiquement, j'aurais pas produit la même chose. C'est-à-dire qu'il y aurait une part de cette liberté-là qui aurait été, je sais pas, il y aurait eu une attente qui aurait... bloquer quelque chose. Bloquer ou alors dénaturer l'intention, tu vois. Après, évidemment que c'est très important pour un artiste, et ça, c'est très important, c'est même non négociable, tu vois, qui essaie de vivre de son art en tous les cas, d'être respecté, c'est-à-dire qu'on lui organise des événements. Ça motive, au final. Non, mais à la fin, surtout, c'est un respect, tu vois, qu'on lui donne et qu'on lui a... Moi, je pense que je me suis détachée de ça parce que j'avais très peur de tomber dans ce truc où j'attends qu'on me paye. Mais il faut être un petit peu, justement. Mais il faut être entre les deux. Moi, je pense que je me suis trop détachée. Il faut pas aussi avoir le complexe de le dire parce que ça reste un job. C'est pas du tout un complexe. Parce que aussi, des fois aussi, les gens tombent justement dans ce délire. Dans le travers de la gratuité totale et absolue. Non, c'est que, ok, je suis un artiste, j'aime ce que je fais, je suis très passionné. Est-ce que les gens sont censés de payer ma passion ? Tu vois un petit peu le délire. Ouais. C'est-à-dire, mais ma passion, elle prend tout mon temps, elle prend tout mon être, ce que je suis. Et puis, je pense aussi surtout, tu sais, quand j'avais lancé la marque de vêtements et de bijoux Beytelim, je faisais des expos-ventes.
Les prix étaient très onéreux parce qu'effectivement, tout était fait main, les coutures, les machins, les trucs. Donc, les gens venaient et payaient un prix content et j'avais aucun complexe par rapport à ça. Et j'ai pas de complexe par rapport à ça. L'argent, il en faut, tu vois. Mais je t'avoue que c'est très récent que je me dis, ouais, c'est vrai que si on t'invite quelque part, faut que les gens payent, en fait, tu vois, tout simplement. Si tu fais une performance ou quelque chose, faut que les gens payent aussi, tu vois. Mais ça dépend, c'est-à-dire qu'il y a 1000 paramètres qui rentrent en considération aussi. Comment ça se fait, pourquoi ça se fait, avec qui ça se fait, tu vois. Dans quel contexte tu fais les choses. La dernière fois, j'ai fait une exposition qui était prise en charge de A à Z. Les tableaux, pour certains, se sont vendus, j'étais contente. Une autre après c'est faite où j'ai tout organisé, j'ai rien vendu, c'était cool aussi, tu vois. Donc ça dépend comment tu te positionnes et où tu te positionnes. C'est pour ça qu'il faut être très libre. T'as raison, il faut être totalement libre et décomplexé par rapport à l'argent aussi, surtout, tu vois. Mais il faut savoir aussi comment t'en servir, tu vois. Et il faut savoir aussi qui tu as en face de toi, qui t'invite, qui te demande quoi. C'est pour ça que quand je te parlais de cible et de public tout à l'heure, c'est très important aussi parce que tu as des organismes culturels qui sont censés s'occuper de ces choses-là, tu vois. Et ces organismes culturels, que ce soit ici en Algérie ou ailleurs, tu vois, ils ont un cahier des charges, ils ont une attente, ils ont un budget. Il faut savoir qui tu as en face de toi pour négocier aussi ce que tu dois, toi, demander, tu vois. Et généralement, la plupart des artistes sont laissés dans le flou et donc vont demander une toute petite contribution, tu vois, parce qu'ils vont se sentir déjà chanceux d'avoir été sélectionnés dans tel contexte, etc. Et justement, l'idée du départ, c'est d'être décomplexé par rapport à cette idée de oui, c'est légitime de gagner de l'argent. Je veux dire, de l'argent, juste ce que je dois gagner. Décomplexer et surtout, en fait, il faut considérer ça aussi comme un travail à plein temps, comme tu dis. Et en fait, ce que je dis aux gens, moi qui me demandent des fois, je fais plein de trucs gratuits, tu vois, pour beaucoup de personnes. Mais parfois, tu vois, j'envoie un devis quand même, tu vois. Et donc, du coup, quand on me demande de voir le prix à la baisse, etc., je demande juste à la personne, est-ce que toi, quand tu vas dans ton bureau et que tu travailles de 8h à 19h, est-ce que tu demandes à voir ton salaire à la baisse? Non, tu le vois à la hausse, en fait. Donc, c'est pareil pour nous. Pas parce que j'aime ce que je fais, que ce que je fais est moins est à d'évaluer, en fait, tu vois. Et ça, c'est vrai que c'est tout un switch psychologique à faire très tôt. Et je pense que c'est pour ça aussi que les artistes doivent être formés sur l'économie, en fait, du marché de l'art, de ce qui représente leurs œuvres, des institutions, de comment fonctionne aussi le monde de l'art, pour pas être largué, tu vois. Parce que je pense que pour beaucoup, il y a une espèce aussi de méconnaissance ou de crainte, tu vois, sur ce domaine-là. Ce qui fait qu'ils dévaluent leur travail, ou alors il y a un complexe total de demander de l'argent, tu vois. Moi, je pense qu'il faut être totalement OK avec ça. On revient à la création. On revient à la création. Quand on produit un projet, et justement, et ça arrive des fois où le projet ne trouve pas son public, comme tu l'as bien précisé tout à l'heure, est-ce que tu es dans cette position de remise en question? Et je veux dire juste par rapport à l'apprentissage, tu te dis que en quoi j'ai gaffé? Où est-ce qu'il est le hic? Pourquoi j'ai raté quelque chose? Est-ce que tu es dans ce genre de mécanisme un petit peu de réflexion ou bien je m'en fous? Parce que là, j'ai exposé quand même. Il y a deux réponses. C'est-à-dire partager au grand public. C'est que tu vas présenter un travail quand même qui est censé être balèze. Ça veut dire un travail qui est bien réfléchi. Et ça arrive des fois, même si on réfléchit... de se louper, quoi. Oui, on rate son coup. Alors, pour te dire... Est-ce qu'on a le droit, justement, à cette remise en question ou bien moi, je pense qu'il faut se foirer 1000 fois. C'est pas grave, en fait. L'essentiel, c'est d'essayer de faire, tu vois. Mis à part ça. Mais par contre, pour te parler là d'une expérience, là, par exemple, par rapport au morceau chez Deni et le clip que j'ai mis en ligne avec Yasmine Houchen et tout, qu'on a tourné avec un iPhone à Ibiza en une demi-journée et qui, voilà, il est là, il existe, etc. Donc, est-ce que l'idée était que ce morceau fasse un tabac et que ce clip soit vu par des milliers de gens, tu vois? Je ne sais pas. Quand je l'ai balancé, en fait. Il fallait qu'il soit balancé, il fallait qu'il soit là.
Après, le succès, non, pas le succès. Est-ce que les gens l'ont rencontré, l'ont pas rencontré, l'ont vu, l'ont pas vu? Je sais pas. Et pour te dire la vérité, on s'en fout en fait, tu vois. L'essentiel, c'est qu'il existe et il trouvera son regard quelque part un jour ou pas, tu vois. C'est pareil quand on a fait la performance au Centre culturel français. Moi, je suis venue, je savais pas ce que ça allait être, en fait, tu vois. Et pourtant, le public était là et c'était cool. Non, c'était quelque chose. Et c'était énorme, tu vois. Bah oui, c'était énorme. Bah oui. Après, j'ai présenté un film que j'ai fait il y a 4 ans, que j'ai réalisé il y a 4 ans avec une prod ici qui est un flop total. C'est OK, tu vois. C'est pas grave. Si ça te perturbe quelque part en toi, parce que tu as envie que les choses rencontrent leur public et fonctionnent aussi à un moment donné et tout, tu vois. Mais je pense que vraiment le process, il est dans le faire, il n'est pas dans cette attente tu sais, la rencontre avec le public, elle est énorme, mais elle est tellement éphémère aussi, tu vois. C'est-à-dire, tu fais une expo, les gens, ils vont venir à ton vernissage, ils vont te dire « Waouh, c'est super, etc. » Ça va être énorme, magnifique, génial, ça va durer 1 heure, 2 heures, 3 heures. Après, tu sais très bien que quand on rentre chez nous, on est totalement vidé. Et vas-y, il faut recommencer encore. Vas-y, what's next, en fait, tu vois. Et moi, j'ai ce truc où c'est dans le process, c'est-à-dire qu'entre le moment où j'ai réalisé cette chose et le moment où je l'expose et au moment où elle rencontre son public, il y a cette espèce d'entretemps où il faut tout recommencer, tu vois. Et ce sas-là, il faut du courage, tu vois. Parce que tu es fatigué, parce que tu es épuisé, tu es vidé, et parce que, en fait, en réalité, ce que les gens ne savent pas forcément, c'est que tu as tout donné. T'as tout donné, t'as donné tout toi, tu vois. Donc tout toi, c'est-à-dire que ton corps, il est encore là, mais ton âme, ton esprit... Bah oui. Donc il faut que tu prennes le temps aussi de récupérer toute cette énergie-là, de te régénérer. C'est pour ça que parfois, moi, j'ai des gens qui me disent « Ouais, mais Rim, ça fait 2 mois que j'essaie de te joindre, tu réponds pas au téléphone, t'es pas joignable. » Mais je peux pas. I'm getting myself Et back. tes gens, en fait, tes vrais gens, savent que tu peux pas, en fait. C'est pas possible. Parce que vraiment, quand tu travailles, quand tu es full time dans ton art, tu donnes tout toi. Et c'est très difficile. Et en fait, on a un ascenseur émotionnel. Ce qui nous traverse dans une journée, c'est ce que quelqu'un de, entre guillemets, lambda traverse en 6 mois, tu vois. Nous, on l'a en 1 journée. Tu vois, genre ton compte il est à moins 7000, puis il faut qu'il soit à plus 12000 pour que tu puisses finaliser ton truc. Il faut que tu gères des billets d'avion, il faut que tu gères des déplacements pour pouvoir juste aller faire une photo, je sais pas où, tu vois. Il faut que tu gères tes coups de fil. En fait, tu es ton propre bourreau, ton propre client, ton propre maçon, ton propre tout, tu vois, ton propre psychologue. Et tu dois aussi pouvoir ramasser tout ça. Et en fait, c'est comment se ramasser aussi qui demande de la discipline, tu vois. Et je pense que ces moments des moments de vie simples où tu vas acheter ton pain, où tu dors, où tu fais ton café. C'est ça qui fait rebooster un petit peu. Qui rebooste un peu tout. Et en fait, il faut que tu ritualises tout en réalité. Moi, j'ai ce truc-là où j'ai besoin de vraiment tout ritualiser et j'ai besoin aussi d'être entourée de personnes en qui j'ai une totale confiance, qui viennent chez moi, qui peuvent rester chez moi aussi, tu vois, des amis, la famille, qui puissent bouger sans que je leur parle, en fait, dans mon espace, tu vois, qui me comprennent. Et ça, c'est très important, quoi. Ça permet de ramasser tout ça, tu vois. Et puis aussi, faire la fête, tu vois, c'est très important, quoi, tu vois. Se célébrer, tu vois. À des moments donnés, vraiment prendre le temps de se célébrer, quoi. Célébrer ce qu'on aime, se célébrer soi, marquer comme ça certains accomplissements, tu vois, certaines étapes dans la vie, quoi, de façon très simple, hein, sans froufrou ni rien, tu vois, juste un coucher de soleil, quoi. Et ça, on parle maintenant de la couleur. Ok. Qu'est-ce que ça représente, la couleur, l'espace colorimétrique dans ta vie, en tant qu'artiste et en tant que juste une personne simple? Qu'est-ce que ça représente justement la couleur pour toi? Pour moi, c'est quoi la couleur d'abord pour toi? Pour moi, la couleur, c'est la vie, c'est quelque chose de vibrant, tu vois, qui me permet de définir les espaces. Tu es noir et blanc ou couleur? Les deux. Okay. Vraiment les deux. C'est-à-dire que le noir et blanc, pour moi, est d'une intensité totale, mais me permet de rentrer dans un espace qui est différent de la couleur proprement parlée, tu vois. Pourquoi aller vers le noir et blanc? Le noir et blanc, moi, me permet vraiment de raconter une histoire.
Tu vois. Le noir et blanc, pour moi, c'est l'espace. Elle te donne pas ça? La couleur, elle me donne une autre forme d'histoire, tu vois. Mais vraiment, le noir et blanc, il me permet de rentrer dans une sorte d'intimité, tu vois. Okay. Et de bouger dans le temps, dans l'espace et le temps, tu vois. Passé, présent, tu vois. Pour moi, la temporalité. Ouais, et la confidence aussi, noir et blanc, il a quelque chose de cette puissance-là, tu vois. Très intimiste et puis très... tu triches pas, quoi, tu vois. Avec le noir et blanc, c'est là, c'est implacable, c'est la vérité. La couleur camoufle. Mais la couleur, en fait, elle a quelque chose de tellement stimulant et attrayant qu'elle te fait parfois... Quand on l'utilise bien. Oui, qu'elle peut parfois te faire oublier même le fond, le propos, tu vois, c'est tellement joli, quoi. C'est tellement beau, tu vois, la couleur, elle a quelque chose qui est de l'ordre de l'enfance pour moi, tu vois, c'est genre l'émerveillement, quoi, tu vois, ça vibre, ça va dans tous les sens, ça vibre, c'est vraiment la manifestation du vivant, tu vois. Pour moi, vraiment, le noir et blanc, c'est la manifestation de la confidence, l'ancrage de la mémoire, le temps, l'espace, tu vois. C'est quelque chose... Et j'adore le noir et blanc. Dans la plupart des documentaires que j'ai faits, je les ai faits en noir et blanc. Quand j'ai fait le film, le court-métrage avec Ahmed Ben Issa et Baya Reaz, de l'autre côté du miroir, le noir et blanc m'a permis, en fait, de passer entre le tangible et l'intangible, tu vois, le réel et l'imaginaire, tu vois. Il permet vraiment de passer, c'est vraiment un sas, en fait, tu vois, le noir et blanc, c'est très intéressant. La couleur, pour moi, la couleur, elle manque dans un présent total, quoi, tu vois, c'est-à-dire que c'est là, tu vois. Tes couleurs sont organisées ou... Sont organisées ou Elles sont très électriques. Okay. Elles sont très électriques. Mais c'est dû à quoi? Je sais pas du tout. Elles sont très électriques, elles sont très rapides. J'aime bien, je parle de vitesse avec ça. Bah oui. Elles sont très rapides. Tu sais, j'aimais, à un moment donné, j'adorais faire des photos en couleur, mais avec des réglages qui faisaient des flous, tu vois. Comme ça me permettait de capter la lumière, tu vois, le mouvement de la lumière. Donc c'était pour moi aussi cet espace intemporel de mouvement du temps, tu vois. Ça me permettait d'être dans un espèce de sas encore, tu vois. Pour moi, ça me permet vraiment de passer d'un état, d'un environnement à un autre. Et puis surtout, il y a des couleurs qui sont très liées à l'enfance, tu vois. Genre, quand je pense à mon enfance, c'est vraiment les robes de ma mère, c'est des pastels, tu vois. Quand je pense à ma fille, c'est des bleus électriques, je ne sais pas pourquoi, tu vois. Donc les couleurs, pour moi, elles sont aussi très liées avec les personnes, les personnalités, tu vois. Les rencontres, ce que tu as ressenti, ce que cette personne t'a fait ressentir, tu vois. Donc j'ai souvent fait des portraits de mes amis, tu vois, où il y a plein de couleurs sur leur visage, tu vois. C'est très intéressant. C'est très intéressant parce que ça te permet de voir ce que le réel ne te montre pas, tu vois. Quand tu oses la couleur, en fait, quand tu pars vers elle de façon très spontanée, dans les portraits que tu peux peindre ou dessiner, ou même dans ce que tu peux filmer. Par exemple, j'adore saturer les images, tu vois, j'adore augmenter les contrastes, enfin, tu vois, essayer de chercher quelque chose qui n'est pas de l'ordre du réel, en fait, tu vois. Ça, j'adore faire ça. Et dans les films d'art que je fais aussi, je passe beaucoup par... Donc la couleur au service de la fiction. C'est ça, et puis je passe aussi par le fait parfois, pour un film performance, en fait, que j'avais fait au musée d'Orsay, j'avais complètement... c'était un personnage qui sortait d'un tableau orientaliste, en fait, qui traversait le musée et qui réglait ses comptes avec les peintres orientalistes, en fait, tu vois. Et donc, du coup, cette femme, elle était complètement habillée d'un chapeau haute forme, etc. Mais après, j'ai complètement saturé les couleurs. Donc, elle traversait ce musée très coloré, etc., tu vois. Mais de façon électrique, quoi, tu vois. Elle était saturée, violet, tu vois, blanc, argenté, enfin, tu vois, des couleurs qui surprennent un peu. Et je pense que la couleur, elle est là aussi pour te donner un espèce d'électrochoc de réveil, quoi, tu vois, genre la vie, quoi. J'ai ce truc-là. Ouais, j'ai ce truc-là. Et les formes dans tout ça, rimer les formes. Dans ta création, j'imagine que la forme... Il y a des formes, en tant que créatif, il y a toujours des formes qui se répètent. Qui reviennent à chaque fois, que ce soit dans la composition, ou bien par exemple dans la sculpture, soit on est pyramidal, ou bien par exemple dans les films, soit on est dans je sais pas, dans le rectangulaire, ou dans le carré, ou il y a dans la diagonale, je sais pas. Alors moi, j'essaie vraiment d'explorer au maximum, mais après, c'est vrai que
il y a une certaine forme qui revient assez régulièrement, tu vois, comme si j'avais l'impression, des fois, à un moment donné, je m'étais posé la question, est-ce que je suis pas en train de faire la même peinture à chaque fois, ou de faire la même photo, ou de refaire le même film, avec toutes les couleurs possibles et imaginables, avec toutes les formes possibles et imaginables, en fait, vraiment tout tester, tu vois. Moi, la forme qui revient le plus, c'est quand même l'autoportrait, tu vois. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autoportraits, comme si, à travers moi, je cherchais quelqu'un d'autre, tu vois. Ou comme si, en me prenant comme mon propre modèle, déjà là-bas, ça venait par un manque de moyens que j'avais pas. Du coup, je voulais faire du portrait, etc., mais j'avais pas les moyens d'avoir un mannequin ou quoi. Donc, j'ai fait des mises en scène avec moi-même, tu vois. Et du coup, je me suis dit, tiens, c'est très intéressant de se voir aussi, tu vois. Donc, du coup, il y avait ce regard sur soi où tu n'es plus toi, en fait. Tu es ton modèle, quoi. Tu vois, tu es autre chose que toi. Et donc, tu te traverses de manière différente. Après, quand j'ai pu avoir un peu plus de moyens et avoir des modèles, c'est vrai qu'il y a cette espèce de visage qui revenait souvent, tu vois. Vraiment. Toujours vraiment cadrer le visage et le regard et les yeux et chercher quelque chose dedans, tu vois. Quelque chose de l'ordre de l'intangible, encore une fois, tu vois. Genre... Qu'est-ce que ça raconte de nos humanités, en fait, ces visages-là, tu vois. Donc après, une fois, j'avais fait toute une série de portraits, tu vois, dans des cadres carrés. Et je les avais exposés les uns à côté des autres. C'était tous des portraits en noir et blanc, tu vois. Mais à la fin, ça se finissait par un dessin, en fait, qui regroupait toutes les formes de visage, tu vois. Et à la fin, c'était quelqu'un, tu vois. Et j'avais bien aimé cette idée, en fait, qu'on était tous la somme de quelque chose qui nous unissait. On est des fragments de quelqu'un. On est des fragments de quelqu'un, en fait, tu vois. Et ça m'avait beaucoup, d'ailleurs, j'ai la chair de poule. Ça m'avait beaucoup émue, tu vois, parce que je me suis dit, tiens, en fait, je savais pas pourquoi j'ai pris tous ces gens en photo, et à la fin, j'ai fait ce dessin-là, et c'était quelqu'un, tu vois. Ouais. C'était quelqu'un qui était nous tous, quoi. Tu vois. Donc, c'était intéressant. Ça, c'est intéressant. Rime, la poète, la poétesse. Je veux dire, dans l'ère dans laquelle nous vivons, l'art, la poésie, tous les médiums un petit peu créatifs, est-ce qu'ils servent réellement quelque chose dans l'ère dans laquelle nous vivons? L'art en général, est-ce qu'il a de la place, matériellement parlant, pour changer quelque chose dans cette époque-là? Moi, je pense parce que l'art, justement, est immatériel en réalité, qu'il a tout son sens, tu vois. C'est que, tu vois, tu écoutes un poème, tu lis un poème, tu regardes un tableau, tu t'écoutes quelque chose qui te traverse comme ça console, tu vois. Ça console vraiment, tu vois. Moi, je sais que mon rapport à la musique, aux mots, à cette espèce de toutes ces choses dont on parle depuis tout à l'heure qui sont en réalité impalpables, tu vois. Nous, on essaie de les rendre tangibles par le biais de mots, etc., dans la majorité du temps. Ça fait partie d'une espèce de souffle, tu vois, qui est plus grand que nous et qui console. Mais des fois, il y a des contextes, tu sais, autant qu'il y a des gens, pendant que nous, on est en train de créer justement pour que certains puissent reprendre un souffle et pour qu'on puisse leur donner justement une sorte d'entracte pour qu'ils puissent justement redémarrer. Il y a d'autres aussi personnes qui te disent, dans un temps où il y a des guerres, où il y a de la famine, on n'a pas le temps pour écouter de la poésie, on n'a pas le temps pour voir une peinture ou un film. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Tu sais, à ces gens-là, je leur réponds que même là, sous les bombardements de Gaza, il y a des gens qui sont en train d'écrire des poèmes, quoi, tu vois, pour pouvoir arriver jusqu'au lendemain. On a eu des poésies, tu vois, en tout temps de guerre. On a eu des témoignages, des musiques, des choses qui se sont créées dans des temps de guerre. Il y a toujours eu des guerres, tu vois. Et je pense que c'est ce qui nous permet aussi de pouvoir traverser la vie, quoi, tu vois. Ok, c'est peut-être par certains considéré comme un luxe absolu et c'est pas nécessaire, etc. Mais je pense au contraire que cette poésie-là permet justement de maintenir la vie en vie, en fait. Et que s'il n'y avait pas des poètes et des artistes pour pouvoir aussi raconter ces horreurs qui sont en train d'arriver autour de nous, et en nous aussi, tu vois, parce qu'on est aussi nous-mêmes un champ de bataille, tu vois.
il n'y aurait pas de possibilité d'après, tu vois. Ça permet de poser, en fait, tu sais, tout ce qui est poétique, tout ce qui est œuvre de poésie, en fait, permet de poser permet de poser une stèle, quoi, quelque part, tu vois, de dire, ici, s'est passé quelque chose et je vous le raconte, tu vois. Et ça fait œuvre de mémoire. Et en fait, l'œuvre de mémoire permet aussi de continuer. Et surtout de rendre hommage aussi à ce qui s'est passé. Tu vois, l'œuvre de mémoire, c'est très important parce que seul l'art permet l'œuvre de mémoire aussi, au-delà des travaux historiques, etc. Mais l'œuvre de mémoire artistique, elle est tellement différente, tu vois, de tous travaux intellectuels, etc. Comment marquer ton temps. Et surtout, qu'est-ce que tu racontes de ce temps-là, tu vois. L'œuvre poétique, elle permet de faire renaître des cendres. C'est vraiment le phénix, quoi, tu vois. L'œuvre poétique, elle permet ça. Et je pense que c'est nécessaire. C'est doublement nécessaire, tu vois, parce que de tous les chantiers qu'on traverse et que nous sommes, tu vois, s'il n'y avait pas cette poésie-là, on ne serait plus. Tu es juste un amas de chair et d'os que le temps traverse et broie, et c'est tout, tu vois. Et en fait, non. C'est là ta résistance, tu vois, quand tu résistes poétiquement, c'est dire en fait, non. Je refuse. Je ne suis pas qu'un tas de chair et d'os. Je suis aussi le vivant, je suis aussi une mémoire, je suis aussi un engagement, je suis aussi une promesse, je suis aussi toi, je suis aussi lui, je suis toute cette humanité en fait qui me traverse et elle fait œuvre à travers moi et je te l'offre, tu vois. C'est ça qui est important. Parce que si tu gardes ça que pour toi et que tu te dis oui, tu traverses une guerre et tu n'as rien à dire à cette guerre-là, c'est comme si tu l'acceptais. Le fait de faire œuvre de poésie, c'est dire à la guerre, non, non, tu gagneras pas. Peut-être que moi je vais mourir, mais je vais laisser un mot, tu vois, qui me survivra et peut-être quelqu'un reprendra, tu vois, et ainsi de suite. I love it. Je pense, tu vois. Peut-être que je me trompe, mais je pense. En fait, j'allais poser une question, mais finalement, j'ai eu ma réponse. Ça demande une rage, tu vois. C'est une vraie rage, quoi. C'est pas... C'est moi, dans mon travail, il y avait beaucoup de malaise des fois, tu vois. Puis à un moment donné, il y a eu énormément de rage. Et cette rage a fait jaillir quelque chose de beaucoup plus grand que moi, tu vois, qui était peut-être difficile à comprendre, mais qui m'a permis un ancrage plus profond, tu vois. C'est comme si j'avais débloqué un niveau, tu vois, dans ma tête, hein, dans mon travail. En tant qu'artiste, tu es dans la résistance ou dans l'accueil? C'est une question très intéressante et très importante. Most of time. Dans la plupart du temps, est-ce que tu es dans la résistance ou dans l'accueil? Je pense que j'accueille beaucoup. Mais je résiste aussi. C'est-à-dire qu'être dans l'accueil me demande de prendre conscience de mes résistances, tu vois. Okay. Et que des fois, oui, tu résistes, mais c'est plus fort que toi. Tu relâches et tu accueilles, tu vois. Et une fois que tu accueilles, tu peux accéder à une autre dimension, tu vois, de ton propre réel et de ton propre imaginaire et de ta propre créativité, tu vois. C'est-à-dire que le fait de résister... Alors, il y a résister et résister, tu vois, parce que des fois, tu dois résister aussi parce que tu dois juste continuer à vivre, à exister, tu vois, parce que la vie, parfois, est tellement difficile à tous les niveaux, tu vois. Tu dois résister, continuer à respirer, manger, vivre, pour accueillir quelque chose de plus grand qui arriverait peut-être après, tu vois. Mais accueillir demande un espèce de lâcher-prise. Et ce lâcher-prise, en tous les cas, pour moi, a demandé un réel apprentissage. C'est-à-dire que ce n'était pas quelque chose de spontané chez moi, tu vois, en tous les cas, ces 10 dernières années. Il l'était, il y a 15 ans en arrière, où j'étais très fly, très accueillante de tout, tu vois, enfin, j'étais très insouciante. Et puis après, il y a eu, évidemment, la maternité, les responsabilités, le travail, les aléas de la vie, les hauts et les bas, tu vois, la bonne santé, la maladie, enfin voilà, toutes ces choses que tu dois traverser et que tu dois apprendre à maîtriser quelque part pour mieux les accueillir, tu vois. Et puis après, il y a quelque chose qui se débloque qui est de l'ordre de la gratitude, tu vois. Vraiment la gratitude, dire merci, quoi. J'ai traversé ça, qu'est-ce que ça dit de moi? Alhamdoulilah, merci, ok, d'accord. Où est-ce que ça m'emmène? Ça m'emmène vers ces réponses-là? Ok, merci. Donc quand tu es dans cette gratitude-là, en fait, même ton degré d'inquiétude face à ce qui t'entoure, même quand c'est désastreux, est en baisse. Donc du coup, tu peux avancer de façon plus sereine. Et tu arrives à ouvrir un espace en toi qui est vraiment de l'ordre de la gratitude. Et cet espace-là, il te permet quand même d'avoir une sérénité et puis un rapport au monde qui est très simple et très fluide, quoi, tu vois. Vraiment, ne pas être dans la...
Je suis pas quelqu'un qui dit oui, non, j'attends rien de la vie. Non, j'attends tout de la vie. Au contraire, je veux tout, tu vois. Je veux tout vivre, tout expérimenter, tout traverser, mais dans la gratitude et la bienveillance, tu vois. C'est-à-dire quand il y a quelque chose qui est trop intense pour moi ou pas, c'est pas mon truc, j'y vais pas en fait. Avant, je me fatiguais beaucoup, tu vois, à essayer de faire plaisir, à me forcer un peu, tu vois, en me disant ouais, en fait non. Tu as déjà les réponses en toi, c'est-à-dire tu apprends à t'écouter et à aller vers là où c'est OK, en fait, pour toi, tu vois. Et la gratitude, c'est très important. Ça, c'est quelque chose qui est immense, tu vois. Genre, merci, toi. Vraiment, merci. Le mot de la fin. Merci. Vraiment, merci. Merci pour tout. Merci pour ton accueil. Merci pour l'espace que tu offres. Merci d'être toi. Merci d'être l'être humain que tu es, l'ami que tu es. Merci de pouvoir ouvrir un espace de parole, tu vois. Parce qu'en réalité, je te disais la dernière fois, c'est beaucoup de solitude, en fait, quand on est artiste. Et comment est-ce que ces solitudes se rencontrent, c'est très intéressant. Et tu rends ça possible, donc merci. Merci à toi, Alim. À bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao. Artimium.